Monsieur Rougerie. Bonjour, bienvenue à bord du Saint-Paul. Donc on va partir pour une navigation. Exactement. Donc, est-ce que vous pouvez faire une présentation pour nos internautes? Alors, je suis Jacques Rougerie, je suis architecte, océanographe, passionné par ces grandes aventures humaines, que ce soit le monde de l'espace ou le monde sous-marin. Il y a d'ailleurs beaucoup de liens entre ces deux mondes, ces deux milieux extrêmes dans les modes opératoires de vie, de recherche, de similitudes dans différents domaines qui sont propres à ces milieux extrêmes. Vous avez créé plusieurs œuvres, notamment dans le milieu sous-marin. Qu'est-ce qui vous a passionné? Qu'est-ce qui vous passionne dans cet univers? C'est le futur de l'humanité, c'est-à-dire l'homme a toujours voulu se surpasser, aller conquérir, dans le bon sens du terme, de nouveaux territoires, explorer, exploiter, souvent malheureusement maladroitement, mais d'autres fois positivement. On peut très bien développer la blue économie d'une façon très positive. Voilà, donc on est dans une phase dans l'évolution de l'humanité où l'homme part dans l'espace. Nous sommes de la génération où les hommes vont dans l'espace et les hommes vont sous la mer. Et moi, en tant qu'architecte, j'œuvre pour accompagner ces grandes explorations humaines. Vous avez créé Galatée. Quelle était l'origine de Galatée? Au départ, donc dans les début des années 70, on a fait un certain nombre de recherches avec toute une équipe, avec Jacques Hiroux, architecte ingénieur, avec d'autres, des biologistes, Dominique Bordessus, des médecins, des psychologues et tout. On a essayé de bâtir cette grande aventure humaine suite à ce qu'avait fait Cousteau et d'autres, Jacques Picard. Donc continuer cette aventure humaine sous la mer. Et c'est comme ça qu'on a créé le Centre d'architecture de la mer et de l'espace, le CAM, et qui a abouti à cette première réalisation d'habitat sous la mer qui est Galatée. Donc c'était un habitat d'une nouvelle génération basé sur le biomimétisme. Déjà à l'époque, déjà dans les années 70, un peu ce que Léonard de Vinci faisait, observer la nature pour bâtir des engins avec un imaginaire extraordinaire, ou Fraiotto, l'architecte Fraiotto ingénieur. Voilà, donc on est arrivé à une nouvelle génération d'habitat sous la mer, Galatée, c'est-à-dire qui se positionnait entre deux eaux et on n'avait pas besoin de la reposer au fond de la mer. C'était comme un ballon dirigeable qui se positionne, quelle que soit la profondeur de recherche entre deux eaux. Donc vous pensez évidemment beaucoup, j'imagine, à l'écologie. Quel type de matériaux vous utilisez? Est-ce que c'est les mêmes matériaux qu'on utilise à l'extérieur? Alors, d'abord, construire sous la mer, c'est des contraintes extrêmement différentes que construire sur terre et même construire sur l'eau, enfin de l'architecture navale, ça n'a rien à voir parce que vous avez d'abord cette troisième dimension que vous offre l'espace sous-marin, vous évoluez en troisième dimension, vous avez la poussée d'Archimède, ce que vous n'avez pas sur Terre évidemment, et vous avez la pression, vous avez donc des contraintes où l'architecture ne s'aborde pas du tout de la même façon que sur l'eau ou sur Terre ou même évidemment dans l'espace. Voilà, donc en ce qui concerne les matériaux, on utilise des matériaux relativement traditionnels, c'est l'acier, l'aluminium, les plastiques, les polycarbonates pour la partie transparente. Voilà, donc la mise en œuvre grâce maintenant au logiciel, au modeleur, à l'informatique. Maintenant, la mise en œuvre, on peut créer des formes beaucoup plus bioniques, beaucoup plus inspirantes, mieux adaptées à ces milieux, à ces contraintes. Donc, il y a la nouvelle génération de nouveaux matériaux composites, en effet, qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Imagine a silvery ship drifting with the currents at the very heart of the ocean. At the dawn of the third millennium, Sea Orbiter announces a unique expedition into the oceanic world and a new impetus for the conquest of our blue planet. Its mission: explore the ocean, still widely unknown, in order to better understand its mechanism
and educate our societies regarding its critical role for the planet. Thanks to its slow drifting pace and its vast autonomy, it will allow long-term stays for a large family of explorers, continuous day and night observation of the seemingly endless wealth of marine life forms, permanent and easy access to the undersea world, allowing perfect symbiosis with the aquatic universe. All these features make Sea Orbiter the first nomadic international oceanic station wandering amidst the mightiest of gardens, the ocean. Alors, Sea Orbiter, c'est un peu la synthèse justement de ces 30 ans d'expérience que nous avons menée en partant de Galatée, qui est la première réalisation que nous avons faite, et Galatée se trouve au Japon, d'habitat sous-marin. Après, on a fait Hippocampe. Moi, j'ai fait des expériences de survie des records du monde dans des habitats sous la mer aux États-Unis. Donc, toute cette expérience. Et puis aussi des bateaux avec des coques transparentes comme l'Aquaspace. C'est un trimaran de 22 mètres de long. Donc, trimaran, ça veut dire 3 coques. Et la coque centrale est complètement transparente sur 22 mètres de long. Et avec ce trimaran, j'ai parcouru les océans. Et en parcourant, par exemple, l'océan Atlantique, sous la mer, avec ce regard sous la mer, ça m'a donné l'idée, avec Jacques Picard, qui a été au plus profond des océans, ça nous a donné l'idée de faire un engin qui est mi-habitat sédentaire sous-marin, comme Galatée, mi-aquaspace. Donc c'est un peu la synthèse des deux. Donc c'est un bateau à la verticale, nous avons d'ailleurs la maquette derrière nous, où 18 personnes vont dériver dans le Gulf Stream, entre autres, sur des programmes du Gulf Stream, sous la mer, 24 heures sur 24, sur des longues durées, et surtout de pouvoir sortir de cet habitat sous-marin qui se trouve à moins de 12 mètres, quelles que soient quasiment les conditions de mer en surface. Une question qui est un peu, on va dire, futuriste. Pensez-vous que habiter sous l'eau, ça soit l'avenir, le futur ? Oui, bien sûr. Habiter sous l'eau. Alors, attention, parce que dans votre question, il y a un piège. Le piège, c'est de dire que l'humanité va habiter sous la mer. Ça, je n'y crois pas. L'humanité n'a aucune raison physiologiquement, d'abord, et à tout point de vue, d'aller habiter sous la mer. Je pense, par contre, que l'aventure humaine sous la mer va se développer pour différentes raisons, que ce monde s'ouvre, cet univers subaquatique s'ouvre à l'humanité, s'ouvre dans la Blue Society, donc dans la Blue Economy, dans les grands enjeux de demain, sur les énergies renouvelables, sur la nourriture du futur, la pharmacologie, le tourisme sous la mer. Voilà, donc les hôtels sous-marins, passer 24 heures sous l'eau, ou les bases de recherche océanographiques sous l'eau, ou des centres d'exploitation d'aquaculture sous l'eau, tout ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver, qui vont s'ancrer dans nos sociétés, à travers le monde. Voilà, la technologie le permet, psychologiquement on est maintenant préparé à ça, les jeunes n'ont plus le même regard sur le monde marin que ma génération, où c'était la crainte, c'était la mort quand on tombait, un marin qui tombe à l'eau, c'était un marin mort. Maintenant, les jeunes surfent, c'est le windsurf, c'est le surf, c'est la plongée sous-marine, donc il n'y a plus cette angoisse ancestrale que l'humanité a portée par rapport à la mer. La mer s'ouvre dans les grands enjeux de demain, et en tant qu'architecte, on prépare ce futur par rapport à la mer. Oui, justement, en parlant des jeunes, de la jeunesse, est-ce que vous avez un message pour eux, ceux et celles qui veulent se lancer comme vous dans cet univers ? Surtout, ayez du rêve, bâtissez vos rêves, c'est très important. Il faut avoir des rêves, savoir les construire. Il n'y a pas de petits ou de grands rêves, il faut avoir des rêves et surtout savoir les bâtir. Et l'univers sous-marin permet d'avoir un imaginaire dans des tas de domaines, de disciplines,
de toutes sortes, que ce soit à travers la pharmacologie, je disais, donc tout ce qui est la pharmacie de demain, tout ce qui est les énergies renouvelables, donc d'ingénieurs chercher des nouveaux systèmes de capteurs d'énergie, que ce soit à travers l'architecture ou tout simplement le plaisir d'être sous l'eau, de passer 24 heures sous l'eau, je peux vous dire que c'est magique. Est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont cru en vous, qui vous ont encouragé, même des personnalités, des personnages qui vous ont même inspiré à devenir ce que vous êtes actuellement? Oui, d'abord, si j'ai été baigné dans cette aventure humaine, c'est grâce d'abord à mes premières lectures. Jules Verne, 20 mieux sous les mers, c'est évident. C'est ce qui m'a porté dès mon plus jeune âge. C'est aussi grâce à Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, à travers toute son œuvre, tout ce qu'il a fait. J'ai eu la chance d'aller sur la Calypso. C'est aussi grâce à un personnage que j'aime beaucoup, c'est Jacques Picard, qui est le père de Bertrand Picard, qui nous fait rêver en ce moment. Jacques m'a beaucoup soutenu dans mes premières recherches dans les années 70 sur les maisons sous-marines. C'est Bill Todd en ce moment, qui est à la NASA, qui s'occupe de l'entraînement des astronautes. C'est Jean-Loup Chrétien, voilà, qui m'a soutenu, qui m'a amené dans ce monde de l'espace. C'est Claudie Aigneret, c'est Jean-François Clairvoy. Voilà, mon imaginaire a été construit, bâti à travers cet accompagnement de tous ces gens merveilleux qui nous font rêver. Et Bertrand Picard, évidemment. Prochain projet? Alors, le prochain projet, ce sera Sea Orbiter. Je suis têtu, teigneux, j'y crois. Sea Orbiter est plus que jamais dans une préoccupation actuelle d'outils de nouvelle génération à la mer pour comprendre ce que représentent les océans qui sont si mal connus. Enfin, on connaît très peu les océans, ce que ça renferme comme mystère. Voilà, donc je base beaucoup de choses sur Sea Orbiter, toujours, et puis une nouvelle génération d'habitants sous-marins, et notamment un petit laboratoire Aquabulle que je restructure en ce moment, qu'on va expérimenter d'ici 6 mois. Justement, pour continuer, j'ai créé une fondation, la Fondation Jacques Rogerie à l'Institut de France, pour offrir aux jeunes cette possibilité de continuer. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre et surtout de connaître le regard des jeunes, la façon dont ils ont envie d'œuvrer pour ce futur qui leur appartient et ouvrir le futur aux générations qui vont arriver derrière eux. Donc, il y a cette fondation est internationale. Je suis très fier de cette fondation parce qu'on a 7000 candidats à ce jour de 131 pays avec des projets extraordinaires qui me font rêver, qui vont beaucoup plus loin que mon imaginaire. Et ça me donne plein d'espoir de croire au futur. Très bien, c'est super. Vous encouragez les jeunes à réaliser leurs rêves aussi, quelque part. Tout à fait. Il faut encourager les jeunes, il faut qu'ils s'investissent dans ce futur, bien entendu avec le respect qu'on doit à l'environnement, au développement durable, être complètement inscrit dans ce développement durable. Mais les jeunes, beaucoup de jeunes à travers le monde, on n'a pas besoin de leur dire, ils ont ça ancré dans leur gène et dans ce respect. Très bien. Sur ce, merci pour tout et puis continuez à faire ce que vous faites, quoi. Merci à vous. Merci encore.